première raison, c'est mon boulot de prof pendant 10 ans en région parisienne, au nord de la région parisienne, dans ce qu'on appelle les ZEP. Pendant 10 ans, j'ai découvert des réalités sociales que je ne connaissais pas. Moi, je viens de la petite bourgeoisie normande, de province, et je n'avais jamais été confronté à ces questions-là. Pourtant, je venais de quartier, j'ai été dans des lycées assez modestes, mais la question ethnique, je l'ai vraiment découverte en devenant prof. C'est-à-dire que j'étais, pour le dire un peu crûment, le seul blanc face à des classes où tous les élèves, absolument tous, étaient d'origine extra-européenne. Alors, on discutera peut-être après tout à l'heure de la pertinence de tel ou tel mot, mais en fait, il y avait vraiment cette réalité-là. D'ailleurs, les élèves me le disaient, ils me disaient, mais monsieur, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes blanc. Alors, ce n'était pas forcément sur le mode de la défiance ou de la rancœur ou que ce soit, c'était juste un constat. Les élèves, entre eux, n'avaient pas la même histoire et n'avaient pas la même histoire que le prof. Autre chose qui m'a frappé, c'est le décalage entre ce que je voyais sur le terrain et le refus que les médias avaient d'en parler. Moi, tous les jours, ma réalité quotidienne, c'était ça. C'était le fait que chaque élève se renvoyait les uns aux autres leur histoire, leur couleur de peau, etc. Alors que quand j'ouvrais Le Monde ou j'allumais la télé, les journalistes faisaient semblant de croire que cette question-là n'existait pas. On était tous français au sein d'un même pays, ce qui est par ailleurs vrai, mais je veux dire, il y avait une chape de plomb sur toutes ces questions-là. Et puis la chose qui m'a décomplexé et qui m'a autorisé d'une certaine manière à écrire le livre, c'est le fait que je suis assez familier de la culture américaine, cinéma, musique, roman, essai, rap et compagnie, et que les Américains, eux, n'ont aucun scrupule à parler des couleurs de peau, à montrer qu'il y a des communautés, à montrer qu'il y a des regards croisés entre... Voilà, et que les Américains ont tous des histoires très différentes. Et j'ai été notamment frappé du fait qu'il existait un mot qui était « white trash ». Alors un mot qui n'est pas encore très connu en France, que les plus jeunes connaissent, notamment parce qu'ils connaissent Eminem ou ils sont un peu plus familiers avec la culture américaine. Mais j'étais très frappé du fait que le mot « white trash » n'avait pas du tout droit de citer en France. Et je m'étais dit, mais moi j'en vois du white trash en France. Je vois des petits blancs. Je vois des blancs pauvres. Alors il est peut-être temps d'ailleurs que je définisse. Ça veut dire pauvre. Non, alors je vais définir deux choses. Je vais définir ce que c'est que le white trash. Le white trash, c'est un terme qui existe depuis 100-150 ans en France et qui désigne à l'origine des paysans blancs très pauvres dans le sud des États-Unis et qui étaient aussi pauvres, voire plus pauvres que des anciens esclaves, en gros, pour caricaturer. Du coup, ils se sentaient à la fois méprisés par les anciens esclaves, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ces blancs dégénérés, minables, pas cultivés, etc. Et à la fois méprisés par les bourgeois blancs, l'establishment blanc. Donc le white trash, c'est quelqu'un qui est défini par sa pauvreté, le fait qu'il soit marqué physiquement, le fait qu'il soit peu cultivé et le fait qu'il ait beaucoup de rancœur, beaucoup souvent même de racisme en lui. Et puis ça a évolué, aujourd'hui c'est une version plus citadine et l'archétype du white trash c'est Eminem, donc le blanc pauvre qui a vécu en roulotte, enfin en caravane, qui a vécu dans des lycées plus que métissés, qui a subi des violences, mais qui capte entre guillemets l'art du ghetto noir, qui est le rap, pour utiliser cette arme, mais pour cracher sur les bourgeois blancs. Bon, il y a une sorte de... Le white trash américain s'oppose moins finalement aux noirs américains qu'aux bourgeois blancs qui le laissent vivre dans les ghettos. Voilà un peu pour résumer ce que c'est que le white trash. Du coup, j'ai cherché à voir s'il y avait un white trash à la française. Parce que j'en ai vu, moi, des blancs très pauvres. Des blancs qui, d'autre part, prennent conscience de leur couleur de peau dans des quartiers très métissés. Alors, c'est d'ailleurs ma manière de définir le petit blanc. Je propose une définition, mais d'autres pourraient en proposer d'autres. Pour moi, un petit blanc aujourd'hui en France, c'est un blanc pauvre qui prend conscience de sa couleur de peau dans un contexte de métissage. Votre livre, c'est une série de témoignages. Est-ce que tu as des difficultés d'interroger les gens et c'était un travail de combien de temps? Comment j'ai écrit ce livre? En fait, je me suis inscrit dans une certaine tradition, une tradition que j'aime bien, qui est ce que j'appelle l'essai matiné de témoignages. Gide en a écrit, Césaire en a écrit. C'est des petits livres où l'auteur parle un peu de lui, donne la parole à d'autres, parle un peu d'histoire. C'est, disons, entre l'essai et le témoignage. Et j'aime bien cette tradition-là. En général, c'est des livres assez bien écrits, mais qui donnent la part belle à l'histoire et à la société contemporaine. J'ai mis à peu près 1 an à l'écrire, ce qui est assez long, mais pas trop long non plus, parce que j'avais déjà plein d'histoires en tête. Je portais ce livre en moi, je pense, depuis longtemps. Et donc, la plupart des témoignages, c'est des gens que je connaissais, des amis ou d'autres. Donc, disons que la moitié des témoignages, c'est des gens que je connaissais déjà. L'autre partie des témoignages, c'est des gens que je suis allé voir, et notamment dans le bassin minier. Un ami qui m'a fait visiter un peu le coin, dont le père est d'origine... je perds mes mots. Polonaise, voilà, c'est moi. Le père est d'origine polonaise. Bon, il m'a raconté un peu toute l'histoire de sa famille. Bon, c'était passionnant à cet égard.
C'était Alain Beaumont, justement. Non, Pardon ? C'était pas le personnage d'Alain Beaumont ? Oui, c'est le tout premier personnage. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis j'ai été aussi voir sur le terrain, visiter des centres pour SDF, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu la difficulté, c'était très difficile pour moi de dire aux gens, je fais un document sur des blancs pauvres. Parce que je pense que beaucoup de gens m'auraient dit, ah ben non, pourquoi parler des blancs pauvres ? Il faut parler des blancs en général. Donc le thème est un peu sensible. Et souvent j'ai omis d'évoquer le thème. Je me présentais comme quelqu'un qui faisait une étude sur les nouvelles formes de pauvreté. Donc c'est vrai que j'ai un peu biaisé. Mais après, les gens qui se sont retrouvés dans le livre ne sont pas sentis trahis. On dit, ah bah oui, très bien, c'est assez émouvant. Ils ont eu accès au manuscrit en publication ? Oui, ceux que je connaissais, je leur ai fait lire. Et puis, il y a un certain nombre de personnages qui ne savent pas qu'ils sont dans le livre. Soit que je les connaissais avant et du coup, je ne les ai pas revus depuis. Alors, donc, peut-être qu'un jour, ils se retrouveront dedans. Mais ce n'est pas un livre méprisant, c'est un livre qui est dans l'empathie. Donc, il n'y a pas de raison si jamais par hasard ils découvrent le livre, qu'ils se sentent insultés. Alors, ça y est, avant de réagir sur cette notion de petit blanc, le vocabulaire. Nous avons eu l'occasion de nous sommes rencontrés, en fait, parce que moi, en tant que journaliste, je travaillais sur ce qu'on appelait à une certaine époque les autres, les nouvelles cultures. Vous avez écrit déjà pas mal de bouquins, je citais tout à l'heure de la galère à la citoyenneté. Et moi, côté journaliste, je faisais partie de ceux qui se torturaient tout le temps pour choisir le bon vocabulaire, et évidemment, nous n'y arrivions jamais. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, le vocabulaire, à l'époque, ce qui revenait tout le temps, c'était intégration. On peut comprendre pourquoi ça posait problème, mais après, il y avait assimilation, après, il y avait racisme, il y avait race, il y avait racial. Est-ce que les choses ont évolué depuis 15-20 ans? D'abord, je partage le diagnostic d'un tabou particulier dans la cité française sur le vocabulaire. C'est comme si on... C'est à cause de ça. C'est comme si on ne pouvait pas décrire la réalité sociale telle que les habitants concrets du pays l'aperçoivent, et qu'on était dans la recherche d'un vocabulaire à chaque fois normalisé politiquement et euphémisé. Et donc ça amène par exemple à ne pas pouvoir parler de la réalité dans les quartiers populaires en termes de blanc et pas blanc. Or, parler de blanc et pas blanc, ça ne veut pas dire qu'on hiérarchise. Ça veut dire tout simplement qu'on part de la manière dont les premiers concernés, les habitants des quartiers populaires, se vivent, se perçoivent, etc. Et je pense que ça nous empêche de comprendre toute une partie des problèmes, des difficultés, des conflictualités qu'il y a dans la société française. Et que, en réalité, moi j'ai grandi avec des personnes qui m'appelaient l'arabe et moi je les appelais le blanc. À aucun moment il y avait une dimension de hiérarchisation. Simplement, c'était le repérage d'une différence qui était constatée et qui était aussi une différence d'abord sociale. Donc les choses se sont complexifiées depuis. Je pense que le hold-up qu'a fait le Front National sur le marché politique, en imposant ses thématiques, en imposant un certain nombre de manières de poser les questions, font que le moindre élément de vocabulaire apparaît comme dangereux, donc on hésite à le faire. Alors, au niveau des mots, moi j'ai toujours un des critères tout simples qui est de partir de ce qui restitue le plus la réalité. Tu parles du concept d'intégration. Moi j'ai critiqué beaucoup ce concept-là et demandé aux gens qui parlaient de la réalité sociale des habitants de quartiers populaires et plus particulièrement de l'immigration, de plus parler d'intégration parce que la question n'est pas de s'intégrer, le terme intégration renvoyant à l'idée d'une transformation de soi, il est juste de trouver comment vivre avec d'autres en égalité. Et donc c'est pas en termes d'intégration que la question se pose. À chaque fois qu'on pose la question en termes d'intégration, on va renvoyer au sous-entendu « Oh là là, s'intègrent-ils tous ? Comment s'intègrent-ils ? Qu'est-ce qui manque à l'intégration ?» Et donc ça va donner des débats, comme ceux de l'identité nationale de M. Sarkozy, etc. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte après à la mesure des bons qui s'intègrent et des mauvais qui ne s'intègrent pas. Or, on sait très bien que le processus d'enracinement dans un pays dépend d'abord des conditions sociales. Je ne sais pas si le fils de l'émir du Qatar arrive à Paris, je ne crois pas qu'on parlera d'intégration pour lui. Et donc ce terme-là vient masquer que les questions sont d'abord sociales et économiques, et après seulement populaires. Un petit mot peut-être sur le concept de petit blanc, ou c'est après? Oui, non, maintenant. Le problème de ce concept, c'est qu'il faut le définir à chaque fois. Parce qu'il a des racines différentes.
Personnellement, le concept de petit blanc, moi, je l'ai utilisé dans mes écrits en repartant de comment il avait été appréhendé dans la sociologie coloniale. Et en particulier, comment il avait été appréhendé pour ceux qui se sont posé la question des inégalités sociales dans les colonies, en faisant remarquer que les colonies étaient une organisation pyramidale dans laquelle on avait différentes strates et que le petit blanc pauvre pouvait se sentir en solidarité avec la colonisation alors qu'il n'avait rien à y gagner. Et donc c'est la question, outre la question du niveau économique, du niveau d'existence, du niveau des salaires, du niveau de la survie, outre ça, il y avait la dimension idéologique qui était de s'opposer aux colonisés et de se sentir proche de quelqu'un qui aurait dû être un ennemi de classe, pour reprendre un vocabulaire marxiste. Et donc j'ai peur qu'en l'utilisant ici en France, sauf à le définir de manière plus précise, on puisse diffuser l'idée que les pauvres des quartiers populaires seraient en opposition ou en conflit essentiellement avec leurs concitoyens non blancs et en solidarité avec les riches blancs. Et donc faisons attention à l'utilisation de ce terme, et sans doute qu'en le définissant comme vous l'avez fait au début, ça clarifie les choses, mais j'ai peur que si ça se diffuse médiatiquement, on se retrouve dans une difficulté à en parler. Justement, dans l'un de vos livres, alors c'est celui que je citais tout à l'heure, c'est les classes des quartiers populaires, vous ressortez un article de 2005, et alors justement, en 2005, tous les deux, vous en parlez de ce tournant, les émeutes de 2005, qu'est-ce que ça a changé? Et alors là-dedans, Saïd, avant que Patrick réponde, vous parlez à propos des petits blancs, de la construction des petits blancs, des choix politiques, et vous dites qu'en l'espace de 2 décennies, les quartiers populaires sont passés du statut de contre-société au statut de ghetto. Bien entendu, le terme petit blanc, il faut l'entendre au sens où je le définissais tout à l'heure, sinon ça n'a pas beaucoup de sens si on le définit comme vous l'avez défini. Donc je le reprenais bien dans cette dimension-là. Les quartiers populaires sont passés historiquement, on va dire, avant les années 70, sont passés d'une situation dans laquelle ils étaient porteurs des alternatives. La banlieue rouge, on inaugurait les HLM au centre de l'International, ça votait beaucoup à gauche. Il y avait une affirmation de la culture ouvrière, une fierté de la culture ouvrière, et donc les gens disaient, mais moi je suis de Bobigny, je suis fier d'être de Bobigny, et donc il y avait cette dimension-là, et on est passé de ça avec une opération qui était, pendant 3 décennies, dans cet ouvrage je décris les 4 processus qui vont aboutir à transformer les quartiers populaires, enfin en tout cas en partie. Le premier, c'est le processus de paupérisation. On parle beaucoup des quartiers populaires et trop rarement on s'occupe de on prend en compte cette paupérisation dans tous ses effets. C'est-à-dire que c'est la première fois il faut remonter vraiment depuis quasiment un siècle, où les nouvelles générations dans les quartiers populaires ont un niveau de vie inférieur à celle de la génération antérieure. Auparavant, ce n'était pas la richesse, mais la génération qui venait vivait un tout petit peu mieux que celle de ses parents. D'abord parce qu'il y a eu des combats sociaux, parce qu'il y a eu des améliorations, etc. Et là, à partir de la décennie 70, pour la première fois, on a une espèce de chute sociale collective. Secondo, la précarisation, c'est-à-dire qu'on a des générations entières qui grandissent avec une difficulté à se projeter dans l'avenir, et ça, c'est extrêmement destructeur, parce qu'effectivement, c'est aussi cette stabilité de projection dans l'avenir qui permet de regarder de manière sereine les difficultés du quotidien, les difficultés avec les voisins, etc. Et donc des choses qui étaient banalisées dans le passé deviennent des choses qui apparaissent comme prioritaires aujourd'hui. De manière un peu, pour pousser à l'excès, je décris par exemple, je dis par exemple souvent cette image, quand Chirac parle des odeurs, il ne ment pas. Simplement, ces mêmes odeurs, les mêmes, n'étaient pas ressenties 30 ans auparavant. 30 ans auparavant, on allait toquer chez le voisin pour demander le couscous, tu n'en as pas encore un petit peu, et ces mêmes personnes, 30 ans après, peuvent se sentir mal à l'aise avec les odeurs. Donc ce n'est pas un problème de réalité, c'est un problème de qu'est-ce qui s'est déconstruit dans la manière d'être, et ça, donc ce second processus de précarisation a joué beaucoup. Le troisième processus, c'est l'ethnicisation, c'est-à-dire la manière dont nos médias ont véhiculé pendant 30 ans des explications culturalistes, ethnicistes des situations, avec comme résultat on finit par les intérioriser, on finit par expliquer. 2005, rappelez-vous, les explications en 2005, on a eu un ministre qui nous a dit, c'est parce que c'est parce que les Africains noirs de la banlieue parisienne, ils ont plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'on vient expliquer
une réalité sociale, économique, une révolte. 2007, c'est pas rien, c'est 400 quartiers populaires pendant 21 jours. C'est le plus grand événement social depuis la Commune de Paris, en termes de nombre. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des explications de type économique, de type social, etc. Et non, on a eu des explications de type culturaliste. Et ça, pendant 30 ans, on a eu ce véhicule-là. Certains ont expliqué la délinquance à partir des cultures, d'autres. Et donc, bien entendu, ça finit par imprégner. Et les personnes issues de l'immigration, les Français issus de l'immigration, qui, eux, finissent par expliquer leur propre comportement au travers de ça, et leurs concitoyens non issus de l'immigration, qui, eux aussi, vont l'expliquer de manière culturelle. Ces trois processus vont produire, effectivement, pour une partie des habitants des quartiers populaires, une transformation en petit blanc, mais en petit blanc, au sens où je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de plus voir que son voisin Mohamed a plus d'intérêts communs avec lui que son employeur Jean-Pierre. Et du coup, effectivement, c'est le petit blanc au sens colonial du terme dont je parle dans cet article. Oui, alors je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit, même si je pourrais rebondir sur plein d'aspects. Pour en prendre que deux, un des premiers témoignages de mon livre, c'est justement à propos du bassin minier, l'ami dont le père était ouvrier d'origine polonaise. Il avait une phrase frappante, il disait, mais dans la mine, il n'y avait pas de race. Quand tout le monde avait du travail, il y avait une solidarité de classe qui faisait que le Polonais, l'Algérien étaient amis, collègues, et les problèmes sont nés quand le chômage de masse s'est installé, puisqu'à ce moment-là, chacun a un peu peur pour son avenir, chacun se resitue dans une communauté plus ou moins fantasmée. Donc les conflits raciaux, entre guillemets, tels qu'ils sont présentés par les médias, émergent quand le chômage s'installe de manière durable et massive. D'ailleurs, moi, j'en veux beaucoup à la classe politique. C'est depuis Mitterrand, début des années 80. Il a fait le constat, il a dit, en gros, vous connaissez la phrase, on ne peut plus rien contre le chômage. Bon. Donc vous, classe populaire, habituez-vous à galérer, on ne pourra plus rien pour vous. Bon, et ça, oui, voilà. Donc, alors c'est ce qu'on appelle la trahison de la gauche. Il y a une vraie trahison profonde de la gauche qui considère que, alors là je pourrais parler des petits blancs, mais qui considère qu'on ne peut plus rien. Donc débrouillez-vous et être dans la misère. Bon. Deuxième chose, sur le passé colonial. Alors c'est vrai que c'est pas pour rien que j'ai pris ce mot-là, petit blanc. C'est pas innocent. Effectivement, c'est un clin d'œil au contexte colonial. Alors pourquoi j'ai repris ce mot-là? Pour moi, le petit blanc, c'est aussi quelqu'un qui est un peu modeste, socialement, qui est un peu en bas de l'échelle, mais qui profite du privilège d'être un colon pour cracher sur l'indigène qui est pourtant qui a la même condition sociale, mais qui n'a pas le même statut politique. Mais aujourd'hui, il y a encore des répercussions de cette situation. C'est-à-dire que le petit blanc vit mal le fait que, justement, vous me pardonnerez cette expression, mais le petit arabe qui croise dans la rue a toute cette histoire coloniale en tête. Il y a une tension latente quand même. Moi, je l'ai vu aussi dans mes classes. Un jour, il y a un élève qui est venu me voir, un élève avec lequel, d'ailleurs, je m'entendais très bien, d'origine algérienne, et il était né en Algérie. Bon. Et il me dit, mais monsieur, vous êtes resté 150 ans chez nous, nous, on va venir 150 ans chez vous, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre et on va partir. Bon. Et il m'a dit ça en toute amitié. Donc je dis, ah bon, ok. Je lui dis, c'est un peu bête de raisonner comme ça, parce que ça ne va pas t'apporter de bonheur. Mais le petit blanc, il sent ça, il sent qu'il y a ce poids de l'histoire, qui parfois sépare un peu les communautés. Il y a ces rancœurs de la part des Français d'origine algérienne ou d'autres, dont les parents ont souffert des guerres, dont les parents ont été colonisés ou ont souffert. Donc on ne peut pas l'évacuer non plus. Donc je définis le petit blanc comme un blanc pauvre qui prend conscience de sa couleur de peau, mais évidemment qu'il y a des fantasmes liés à la colonisation, d'un côté comme de l'autre. Le Français d'origine algérienne a, quoi qu'on en dise, un fantasme, une rancœur ou un fantasme de rancœur qui existe. On pourra en parler pendant des heures. Et puis le petit blanc sent bien que celui qui croise dans la rue n'est pas forcément un ami. Bon. D'ailleurs, je me rappelle pendant la campagne avec Jospin, il y avait une énorme polémique sur le sentiment d'insécurité. Il dit, mais il n'y a pas vraiment de violence, il y a surtout un sentiment d'insécurité. Et moi, je le comprends d'une manière assez différente, qui est effectivement, il y a un sentiment d'insécurité, parce que l'histoire fait que les gens ont des histoires différentes, et ça peut déboucher très vite sur la haine ou de la rancœur ou de la violence. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a plusieurs sens possibles au petit blanc, mais tous les sens se communiquent et se répondent. Mais je pense qu'on est d'accord sur le constat de fond qui est que c'est avant tout la misère économique qui fait ressurgir tout ça. Une petite différence d'analyse peut-être sur 2005. Je suis d'accord sur le fait que c'est à partir de 2005 que les rapports sociaux se sont ethnicisés. C'est-à-dire que la plupart des sociologues considèrent que depuis 2005,
il y a une question sociale et il y a en plus une question raciale qui est venue se dialoguer avec ça. Mais je ne serais pas d'accord à 100% sur vous sur le fait qu'on puisse tout réduire au social. Comment dire, l'histoire fait que chacun a dans la tête des histoires familiales différentes, donc est-ce que ce n'est pas aussi une forme de culture? Ce n'est pas pour réduire chaque personne à sa culture, c'est pour dire que les gens n'ont pas la même histoire, et donc il y a un moment où ça peut créer des frictions ou des étincelles. Mais c'est pas pour... Une des théories du livre, c'est qu'on ne peut pas tout réduire au social, de même qu'on ne peut pas tout réduire au sociétal. Disons, il y a un peu des deux. Et pour finir là-dessus, après pour en part, on évoquait Mitterrand qui avait considéré qu'on ne pouvait plus rien pour le chômage. Il y a aussi une autre brisure. Jospin aussi, je pense. Oui, en gros, toute la classe politique, droite comme gauche, a renoncé à lutter contre le chômage massif. Et ça, je pense que c'est une erreur tragique. Mitterrand renonce à lutter contre le chômage, et puis il y a eu, au milieu des années 80, ce qu'on appelle le tournant sociétal de la gauche. On renonce à lutter contre le chômage, et le PS, notamment, se tourne vers deux minorités, les minorités raciales et les minorités sexuelles. Il considère qu'il va faire du buzz ou son beurre électoral là-dessus. Certains considèrent que le PS est un peu trahi, parce que SOS Racisme, tout ça, c'était une manière de capter des voix, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au fond pour lutter contre tout ça? Bon. Mais en tout cas, les petits blancs se sont sentis abandonnés, pour revenir un peu à mon sujet, par le PS notamment, parce qu'ils se disaient, ok, le problème c'est que nous, on n'appartient pas à une minorité, on n'appartient pas forcément aux minorités sexuelles, ou en tout cas, nous, on s'en fout un peu, tout ce qu'on veut, c'est du boulot. Et puis les politiques ont cessé de s'intéresser à nous. Enfin bon, donc je pense qu'il y a une vraie brisure au début des années 80, et on en paye encore le... Mais bon, je vais arrêter de parler pour... je puisse rebondir. Oui, je vais juste rebondir sur deux petits éléments. Sur la question sociale, question raciale. Je pense qu'il y a vraiment nécessité, au niveau de la réflexion théorique et politique, d'interroger nos cécités. En réalité, il n'y a pas d'un côté une question raciale, de l'autre côté une question sociale. C'est indissociable. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est de ramener tout au social, c'est problématique. Mais en réalité, ça interroge la vision des milieux populaires et des quartiers populaires qu'on a pu avoir dans le passé. J'ai l'habitude de dire qu'une des formes de la domination de la classe dominante dans ce pays, ça a été de présenter une vision homogène de la nation. En disant, il n'y a pas de bourgeois, il n'y a pas d'ouvriers, on est tous des Français. Ça permettait de masquer les luttes sociales, etc. Mais ça resitue à quelle époque? Dès 1789, ça a été au moment de la construction d'ailleurs l'interdiction de la loi Le Chapelier immédiatement, etc. Donc c'était bien cette idée d'une nation homogène, sans clivage à l'interne, sans culture. Ça permet de nier la culture bretonne, occitane, etc. Et l'arasement de ces cultures était présenté comme condition de l'émergence de la nation. Et donc ça, mais par contre l'opposition à ça, dans laquelle je me situe, moi je me situe à gauche, en opposition à ça a présenté une vision homogénéisante de la classe ouvrière, puisque c'était le vocabulaire de l'époque, en oubliant que dans la classe ouvrière, il y avait des catégories différentes. Et ça, pourquoi c'est important pour la vie dans les quartiers populaires? Tout simplement pour bien vérifier qu'on parle bien des habitants concrets. Si je dis les ouvriers, je ne vais pas m'apercevoir qu'il y a une partie des ouvriers qui sont des groupes précaires, et que dans mes revendications, dans mes organisations, je dois faire attention à cela. Les premiers à nous avoir alertés là-dessus, et je pense qu'il faut les remercier là-dessus, ça a été les féministes qui se revendiquaient du marxisme, ils disaient mais il y a la place des femmes là-dedans. Nous, on est ouvrières, mais on est femmes, et on voit bien qu'en tant que femmes et ouvrières, et donc disant, on ne peut pas avoir une vision qui soit homogénéisée. Il faut absolument partir de la diversité des situations pour non pas diviser, mais pour que l'unité soit un résultat. L'unité pas au démarrage, puisque le système social divise, clive, il est à l'arrivée, il est le résultat des dynamiques d'organisation, etc. Donc pour moi, il n'y a pas d'un côté la question sociale, la question raciale. Pour moi, on ne peut pas poser la question des personnes issues de l'immigration sans interroger leur appartenance sociale, à quelle classe elles appartiennent. En fait, les deux dialogues en permanence. Et à l'inverse, on ne peut rien comprendre de la question sociale et de son blocage si on ne s'aperçoit pas qu'il y a instrumentalisation d'une question et que ça divise la réalité. Donc pour moi, il n'y a pas ce clivage entre les deux. Il faut faire attention. Parfois, on a besoin de les distinguer pour parler d'une réalité, mais dans le fonctionnement social, race et classe fonctionnent ensemble. Oui, je voulais juste... l'autre élément que je voulais souligner, c'est sur les petits blancs qui se sont sentis abandonnés. Ça, c'est une réalité massive. Mais pas seulement abandonnés par la trahison du PS.
aussi abandonnés parce que les quartiers populaires, je le disais, se sont structurés historiquement avec une présence extrêmement forte d'une contre-société. Moi, mon adolescence, à Roubaix, c'était une multitude d'associations. C'était le PC et les JC, c'était la JEC, c'était les solidarités protestantes, c'était l'association catholique ouvrière. Et souvent, je raconte en accentuant le trait qu'on allait en tant qu'adolescent le lundi au JC parce qu'il y avait des filles, c'était un bon endroit pour les rencontrer. Mais le mardi, ça ne nous empêchait pas d'aller à l'association catholique ouvrière pour boire le cacao parce qu'il y avait d'autres filles. C'était les mêmes jeunes qui circulaient des uns aux autres. Ce qui veut dire qu'il y avait une organisation de la sociabilité quotidienne. Dans les quartiers populaires aujourd'hui, ça a disparu. Donc il faut aussi interroger l'ancrage dans les quartiers. Un vieux travailleur immigré de la région parisienne me décrivait de la manière suivante. Il me disait, dans une interview que je faisais, donc je lui disais ça a changé. Donc j'ai essayé de savoir, mais depuis quand? Il me dit, depuis que les autres ne viennent plus le dimanche. Les autres, c'était le vendeur de l'humanité qui venait le dimanche matin. Donc dans sa tête, on s'intéressait à lui parce qu'on venait taper à sa porte. Et pour lui, ça a commencé à basculer. En gros, c'est ce qu'on pourrait appeler une désertification du quartier politique, enfin des quartiers, par les partis politiques qui étaient présents auparavant. Et ça a été aussi un sentiment d'abandon très fort. Et puis, l'autre élément d'abandon, il est venu aussi de la disparition des éléments de culture politique qui donnaient du sens au quotidien. Il y avait une vraie culture ouvrière qui socialisait au temps, à l'espace, à l'amitié, etc., avec de la vie collective, etc. Si on compare 70, 2010 aujourd'hui, 40 ans, c'est plus les mêmes quartiers. Il n'y a plus cette quotidienneté d'organisation, il n'y a plus ces... Et donc, c'est aussi la culture ouvrière qui a été touchée dans sa quotidienneté, pas en tant que grand débat sur la culture, dans ce qu'elle a apporté au quotidien. Tu es venu à la ZUP, tu étais étudiant encore, et tu es venu à la ZUP t'enquêter sur la vie, y compris politique, puisque moi j'étais au parti, je suis toujours, mais... Et j'ai vécu, pour situer les choses, je me retrouve dans ce que vous dites, parce que j'ai vécu la fin après 78, après les élections de 78, avant 81, il y a eu toute une catégorie de gens qui habitaient cette ZUP à Tourcoing, qui étaient un peu des classes moyennes, je dirais, qui à un moment donné sont partis, parce qu'ils ont habité tout ce qui est devenu lotissement, ronc... Et moi, j'habitais toujours la ZUP, et j'ai vu arriver dans ma rue, notamment des blacks, beaucoup. Et petit à petit, c'est comme si ça se vidait, parce qu'on faisait du porte-à-porte, mais à un moment donné, on faisait du porte-à-porte, il n'y avait plus personne derrière les portes, parce que les gens étaient partis, les autres n'étaient pas arrivés. Et après, sont arrivés donc, notamment les blacks, et puis tous ceux qu'on fourguait à la ZUP, il n'y avait pas de métro à l'époque, c'était le bout du monde. Et donc, et là, le tournant s'est produit à ce moment-là, et on n'a plus de prise là-dessus, parce qu'en plus, nous, on bossait, on avait du boulot, où on n'en trouvait plus, où certains pour en trouver ont dû partir. Et donc, il y a eu une purge, et donc et pourtant, on se battait pour l'emploi. On se battait pour l'emploi, et tout ce que tu disais tout à l'heure sur ces gens qui travaillaient ensemble, et il n'y avait pas de problème, surtout dans le textile. C'était incroyable. Il y avait des Sénégalais, il y avait des Arabes, il y avait d'origine du Maghreb, il y avait toutes ces nationalités. Les gens des mines qui étaient des enfants de Polonais qui ont vu, moi j'avais vu arriver, qui ont déménagé pour habiter la ZUP, et quand ils sont arrivés, leur boîte a fermé et ils se sont retrouvés coincés là-dedans. Et donc, moi je situerais à cette période-là, et effectivement, il n'y a plus de prise. Après, tout est parti. Et y compris politiquement, on n'avait plus de prise sur rien. Les anglo-saxons, encore une fois, ont un vocabulaire plus riche que nous parfois. Ils parlent de white flight. C'est un terme qui désigne l'envol des Blancs, le départ des Blancs, c'est-à-dire qu'il y a des situations de bascule. En fait, c'est étudié en démographie. À partir du moment où c'est ce qui s'est passé à Détroit, par exemple. Chômage massif, paupérisation maximale. Tous les Blancs qui peuvent partir, parce qu'ils connaissent la famille, ils partent dans d'autres villes. Et il ne reste plus que les plus pauvres parmi les Blancs, et puis du coup, surtout des minorités ethniques. Et la ville s'effondre. Et ça s'est passé dans beaucoup de villes en France, mais il n'y a pas de mots pour décrire ça, parce qu'il ne faut pas en parler, il ne faut pas parler des ethnies. Bon. Et puis deuxième toute petite remarque, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique d'avoir accompagné la désindustrialisation de la France? Un autre mot de vocabulaire qu'on a essayé d'éradiquer, c'est la lutte des classes. Il y a quelques années, là aussi, il y avait des moqueries dans Mais on reviendra tout à l'heure peut-être sur le traitement d'ailleurs, le par les petit médias. blanc, c'est peut-être le descendant du beauf. Dans les années 80, on parlait de beauf. Aujourd'hui, petit beauf, ça ne s'utilise plus trop. Et c'était très marqué par la lutte des classes. Est-ce que
petit blanc, c'est pas l'équivalent du gros. Enfin bon, je vous rends la parole. Pardon. Ouais, depuis les années 2000, la France a passé de la question sociale à la question raciale. C'est à cause de ça. Oui, Alors, ce que ça vous rejoint dites, ce qu'on en fait, disait tout oui, à l'heure. C'est ça. En fait, les deux se mêlent, je pense pas. En fait, je pense qu'on pourrait caricaturer en disant que l'extrême gauche a tendance à tout réduire à la question sociale, l'extrême droite à la question raciale ou culturelle. Exactement. Et quand on a un peu de bon sens, on est un peu plus entre les deux et on considère qu'il y a un peu des deux qui dialoguent. Mais donc, c'est pas du tout qu'on a basculé dans la question sociale, raciale ou culturelle, c'est juste que ça a venu compliquer le jeu, à mon avis. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Moi, ce qui me frappe, c'est que aussi, il y a des batailles qui ont été menées et qui ont été, tu parlais des think tanks comme ça, qui ont été mis systématiquement de côté. On avait l'impression de ramer. Moi, j'ai fait que des fermetures de boutiques pendant 30 ans de journalisme, ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ce qui m'interrogerait, c'est comment mon parti, il n'a pas, il a effectivement décroché et il n'a pas su, s'adapter, capter, y compris ce bouleversement dans la lutte des classes des composants, parce que c'est vrai qu'il a vécu pendant un siècle, il a vécu pendant un siècle sur une industrie forte et aujourd'hui, on a du mal à retomber sur nos pattes et à retrouver notre place, je dirais, politique dans la société telle qu'elle est. Enfin, bon, c'est la question que je me pose. Et mon fils, bon, c'est vrai que je ne suis pas un prolo, mais mon fils, ses seuls copains, c'était des blacks, aujourd'hui. Et ça aussi, ça m'intéresse. Il y a des évolutions aussi que... Pourquoi spécifiquement, il a fréquenté même une maghrébine, il était à la mosquée, maintenant il fait de la musique avec des blacks et tout ça, et donc ça me dépasse, moi. C'est comme petit blanc, comme grand blanc, je sais pas. L'illusion que le monde du travail puisse être un monde du travail uniquement sous l'angle du service, c'est une erreur extrêmement dangereuse. Et elle a été faite, pas seulement par le PS, aussi il y a eu cette idée que c'était, même au-delà du PS, cette idée qu'on passait une nouvelle étape. On défendait les travailleurs, mais là, c'est pas seulement les travailleurs, c'est l'industrie en tant que telle. Et ça, je pense que c'est important pour l'avenir, d'abord parce que l'histoire est jamais écrite complètement, et donc moi je ne crois pas en la fin de l'histoire, et donc je crois que le combat sur l'industrialisation est encore à mener aujourd'hui, parce que historiquement, nous sommes dans une société dans laquelle la classe ouvrière, si elle n'existe pas, si elle n'est pas présente quantitativement dans les entreprises, eh bien elle se transforme en sous-prolétariat. Parce que tout le monde ne va pas aller dans les services. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on accepte, avant même de penser à une autre société, est-ce qu'on accepte qu'une partie de notre société bascule vers le sous-prolétariat, vers la débrouille, vers la précarité, le précariat, certains parlent de précariat, ou est-ce qu'on considère que, non, le combat pour qu'il y ait un minimum de stabilité, et donc, du coup, des emplois, un minimum d'industrie, eh bien, ça fait partie de... C'est nécessaire. Je pense qu'il y a eu l'illusion qu'une économie de service, c'était plus moderne qu'une économie industrielle. Et donc certains ont considéré que c'était, après tout, un mieux, et qu'on allait renvoyer la production industrielle dans le tiers-monde, c'était l'évolution naturelle et logique des choses. Je pense que là, il y a une erreur stratégique. D'ailleurs, c'est une vision coloniale qui ne dit pas son nom. Complètement. On va laisser les gens du tiers-monde travailler. Donc. Exactement. Ça rejoint, en tant que prof, j'ai vu aussi le mépris que tout le monde avait vis-à-vis des filières techniques. Les pauvres qui vont en filière technique ou technologique, c'est des futurs ouvriers. Mais ça cache en fait un mépris pour les métiers manuels. Et je pense que ça, c'est une erreur tragique aussi. C'est des très beaux métiers, mais... On les a stigmatisés il y a très longtemps déjà. Oui, mais du coup, ça a flingué ces filières-là, parce que c'est des filières un peu déchets, où n'allaient que les plus mauvais élèves, ce qui est absurde. Et il y a... Comme dans l'imaginaire collectif, c'est pas bien d'être ouvrier, c'est triste, c'est sale. Ah ben, on veut plus d'ouvriers, du coup, on liquide les usines, et puis les filières techniques sont un peu des déchets. Je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, les élèves qui font des filières techniques trouvent plus facilement de boulot que des gens qui passent le bac général. Mais je pense qu'on est en train de sortir de ça. Alors, c'est amusant parce que j'ai fait HEC, donc moi, la plupart de mes amis font des très belles carrières. Il y en a certains qui ont fait l'ENA. Et ils me disent ça. Un très bon ami, par ailleurs, qui est NAR, qui me dit, mais l'avenir, c'est les services, il y a beaucoup d'argent à se faire. Il faut arrêter de penser que la France a encore un avenir dans l'industrie.
Ça me fait de la peine. Je pense qu'ils se trompent, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Et puis je suis d'accord avec le fait que le précariat, comme on dit, c'est un peu l'équivalent de l'ancienne classe ouvrière. C'est des gens qui galèrent, qui sont pauvres et qui vivotent avec des petits boulots. Et ça, c'est vraiment triste. Et le PS n'a pas de discours là-dessus. Et qui ont beaucoup de mal à parler entre eux, parce qu'ils sont beaucoup plus ils sont isolés, donc il n'y a pas de... que précédemment, que dans les situations précédentes. C'est là d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'on fasse une erreur d'analyse. Moi, beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires que je rencontre ne sont pas des chômeurs de longue durée tels qu'on l'entend. C'est la navigation entre le CDD de 3 mois, les 6 mois de chômage, les 15 jours de stage. Et on voit bien que c'est un nouveau statut social là, qui est en train d'être construit par notre société, qui est effectivement le statut d'un précaire à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'il commence à 25 ans et avant d'avoir un emploi stable sous forme d'un CDI ou sous forme même d'un CDD long, ben c'est la navigation, stage, emploi précaire, intérim, restage, etc. Et là, on est en train de construire, effectivement, là, on bascule vers autre chose parce qu'on ne connaît pas totalement les conséquences culturelles de ça, puisque l'histoire de la société, c'était de construire sur la base de stabilité. C'était une classe ouvrière qui avait arraché la stabilité. Il faut se rappeler qu'avant, on payait les gens tous les jours pour pouvoir les virer tous les jours. Et ça a été des combats qui les a amenés à avoir des contrats de stabilité. Et bien aujourd'hui, on a le mouvement inverse, qui est de reparcelliser. Et une des caractéristiques de la parcellisation, ben, c'est la concurrence de tous contre tous. Et là, on peut faire le lien avec justement, comment effectivement des tensions peuvent renaître dans les quartiers, parce qu'effectivement, dans ces situations-là, on a tout le monde qui regarde qu'est-ce que j'ai de plus que le voisin à mettre en avant. Ah, je suis blanc. Donc, quand Marine Le Pen nous dit c'est quand même bien la priorité aux blancs, je me sens reconnu. Je suis maghrébin, donc quand on dénonce les discriminations, enfin quelqu'un qui parle de nous. Et en réalité, cette précarisation renforce la concurrence de tous contre tous. On évoquait tout à l'heure le déclassement, ça c'est une forme de déclassement. En fait, être diplôme égal, on vit moins bien, sans doute aujourd'hui. Alors, qu'il y a 30 ans, il y avait le fantasme aussi peut-être dans les années 80, que tout le monde ait son bac, c'était le fameux 80% d'une classe d'âge au bac. Du coup, tout le monde aurait son bac, tout le monde aurait un excellent boulot et tout serait merveilleux. Mais c'est un fantasme un peu naïf. Non, c'est pas aussi simple. Il faut bien qu'il y ait des gens qui aient des travaux manuels et on ne pourra pas être tous surdiplômés et ça ne marchera pas. Ou alors certains surdiplômés n'auront pas de boulot. Et d'ailleurs, j'en connais plein. Il y a eu un livre fameux sur les intellectuels précaires. Bon. Bah, les journalistes, il y a des profs. Enfin, l'un des auteurs est du Nord, c'est Gilles Malvastre. Je connais pas mal d'amis qui sont très diplômés et qui vivent mal. C'est clair. Alors, et qui vivent d'ailleurs moins bien que d'autres qui ont un bac technique, justement, ou qui sont plombiers, qui, du coup, eux, gagnent 3 fois leur salaire. Mais bon. Alors, je voudrais juste rajouter un point, parce que ce serait une erreur que de considérer que tout vient simplement de cela. Il y a ça qui est, pour moi, la vague de fond qui explique la situation. Mais il y a aussi, je pense, une sous-estimation de la dimension culturelle. Là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'on relise Gramsci, qui est une des personnes qui a beaucoup insisté sur le besoin d'une culture populaire et de l'organisation de culture populaire. Je pense que si dans les années 70, au moment où arrivait cette vague de restructuration, cette idée d'une société qui serait que de services, d'entrer dans la mondialisation et où on serait, nous, dans la technologie avancée, etc., les gens ont bien fait de s'opposer à ça, mais je pense qu'à côté de ça, le travail pour que les quartiers populaires restent organisés et des espaces collectifs continuent à cultiver une fierté d'eux-mêmes, une fierté de leur caractère populaire, etc. Je pense que ça a été sous-estimé. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de démarche offensive sur la dimension culturelle, sur la dimension culture ouvrière. Or, il n'y a pas de catégorie sociale qui peut exister en se maîtrisant. Ça n'existe pas. Hein. On peut exister que si on a un minimum de fierté, par exemple pour les ouvriers, de fierté d'être ouvrier. Aimé Césaire raconte que l'émancipation pour les Noirs, ça a commencé quand ils ont commencé à dire mais non, on n'est pas aussi nul que ça. Et on ne peut pas exister dans une société avec le discours, je ne vaux rien, je suis rien. Et ça, là, il y a un vrai problème sur comment... il y a le combat sur le rapport de force et le pouvoir, mais il y a aussi le combat pour limiter les dégâts quand l'offensive vient casser les bases de la quotidienneté. Alors justement, je voudrais savoir, la question, je la pose à tous les deux, comment vous voyez la manière dont les médias traitent cette question. Tout à l'heure, Aymeric, vous me disiez en aparté que le Monde était partant pour consacrer une double page, c'est pas rien, à votre livre, et puis finalement, ils ont renoncé. Mais plus globalement, comment les médias s'emparent-ils ou ne s'emparent-ils pas
de cette question. Et puis après, je voudrais qu'on enchaîne sur les regards qui sont portés non plus seulement par les médias, mais par le monde médiatique. Je pense par exemple aux artistes. Là, je reviens directement dans votre bouquin. Non plus dans les quartiers, non plus chez les citadins, mais dans les campagnes, dans le monde paysan. Ah, Je sais pas qui veut commencer. Alors, il y a deux choses bien différentes, mais c'est parce que je voulais donner faire un chapitre sur la manière dont on voit les choses, côté médias et côté, effectivement. Alors, 2 points, c'est vrai que les Deux médias. points différents, mais qui J'ai l'impression que les médias ont toujours un peu de retard. C'est-à-dire le Monde qui m'avait appelé m'avait dit le livre est passionnant, vous avez franchi le Rubicon, c'est-à-dire vous avez mis des mots sur des réalités. Et après, ils ont recadré, 2 jours après, ils m'ont rappelé en disant je suis désolé, mais on ne pourra pas le faire, on n'est pas encore prêt à le faire, peut-être dans quelques années. Mais pour l'instant, on ne peut pas, ça vient de la hiérarchie, on ne peut pas parler de ce sujet, ce n'est pas possible. On a mis, au Monde, on est une sorte d'institution, eux-mêmes le disent, on met un certain nombre d'années avant de reconnaître les réalités. Alors le journaliste en question parlait du racisme anti-blanc, il dit, on a mis 10 ans avant d'autoriser dans nos colonnes cette expression-là, et même en la mettant entre guillemets. Petit blanc, on n'est pas encore mûr, donc peut-être dans quelques années on reviendra vers vous. Donc je pense qu'en fait tout ça est lié à des pudeurs ou des idéologies qui ont du mal à s'adapter au terrain. Deuxième question, le côté culturel. Alors, moi je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qui m'amuse, c'est de voir que j'aime bien la musique, donc j'écoute beaucoup de rap et j'écoute aussi beaucoup de rock. Est-ce que Johnny Hallyday, c'était pas une sorte d'icône de la culture populaire ouvrière? Récemment, il y a un élève d'origine africaine qui est venu me voir, un élève avec qui je parle beaucoup de rap. Il est venu me voir en disant « Ah, monsieur Johnny, j'avoue que je ne comprends pas. Mais je sens que quand il va mourir, les Français sont tristes. » Il dit « Mais moi, je ne comprends pas ce type. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de sa musique. » Lui, c'est plus Booba, Rof, je ne sais pas si certains connaissent. Booba, par exemple, c'est l'archétype du rap un peu bling-bling. Donc c'est un grand noir, et tous ses clips, c'est des filles en bikini, et c'est un rap très violent, qui est par ailleurs pas mauvais. C'est devenu d'ailleurs une icône des bobos. Les bobos adorent Booba. Pour le coup, là, il apparaît dans Le Monde, parce qu'ils adorent cette culture un peu bling-bling, ça leur fait un peu peur, et ça les séduit de loin. Et Booba a fait des reprises de Renaud. Et ça, c'est amusant. Renaud, est-ce que c'est pas aussi un archétype de la culture populaire ouvrière? Est-ce que c'est pas un petit blanc, Renaud? Et donc Booba, le gros blague de cité, reprend Renaud. Et un journaliste un jour lui a demandé « Mais pourquoi vous n'avez pas repris Gainsbourg ?» Et Booba a répondu « Mais Gainsbourg, je m'en fous. Gainsbourg, lui, c'est un bourge. Dans ses chansons, il parle que de petites minettes, de petites gamines, de bijoux, de fric. Moi, je m'en fous. Moi, je suis beaucoup plus proche de Renaud. Parce qu'il a galéré, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il est pauvre. Enfin, en tout cas, il a vécu de manière assez pauvre. Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire ou dans ses chansons. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un relais entre la culture ouvrière années 60-70 et le rap bling-bling qui finalement se reconnaît plus dans une certaine culture ouvrière que chez les bobos? Pour moi, il y a un front plus marqué entre petits blancs et bobos qu'entre petits blancs et minorités ethniques. D'ailleurs, les minorités ethniques elles-mêmes ont beaucoup plus de rancœur vis-à-vis de bobos que du petit blanc qui vivent parfois d'ailleurs les mêmes galères. Donc il y a peut-être quand même malgré tout des relais culturels, même s'ils peuvent prêter à sourire. Le bobo il se reconnaît dans la société actuelle, peut-être pas. Alors, une des différences que j'ai fait dans certaines interviews, peut-être que la différence entre petit blanc et bobo, c'est que le bobo arrive à tirer parti de la mondialisation, parce qu'il a un bon métier, il trouve ça cool, il est dans des quartiers où c'est métissé, mais où ça se passe bien. Donc si jamais ça se passe mal, il a de l'argent pour aller vivre ailleurs. Alors que le petit blanc, c'est peut-être le blanc qui souffre de la mondialisation. Il perd son boulot, il vit dans des quartiers où pareil, il y a parfois des voitures qui brûlent, il est méprisé par la classe politique, lui il a tout à perdre. Peut-être que la fracture est là. Il y en a un qui surfe sur l'époque, l'autre souffre de l'époque. Mais bon, ce serait une des hypothèses pour... Le bobo vivra volontiers à Oisem pour prendre un exemple local, mais pas dans le 9-3 pour reprendre ce que vous écrivez. Exactement. D'ailleurs, moi, je suis un bobo type et je vis dans le 20e à Paris, un quartier qui s'appelle Jourdain, au-dessus de Belleville, et ça se passe pas mal, parce que, disons, il y a 30% de bobos, 30% de Français d'origine maghrébine, africaine, pas mal de Français d'origine asiatique, et ça se passe plus ou moins bien. Mais si un jour ça se passe mal parce que le chômage explose, les bobos partiront.
Et ça va devenir comme dans le 93, où là, ça sera un peu plus tendu. D'abord, je ne suis pas sûr que le fait que le monde parle de racisme anti-blanc, ça soit un progrès. Non. Parce que cette expression, elle est vraiment à questionner, puisqu'on a d'un côté une idéologie, un système, et de l'autre côté des réactions individuelles, de rejet du blanc. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, je ne vais pas entamer le débat là-dessus, mais il y a tout un débat sur... En tout cas, pour moi, les mots sont importants, et le terme de racisme, il faut faire attention à ne pas le banaliser. C'est exactement le même débat que des hommes qui disent, mais puisque les femmes parlent de machisme, nous, on va parler des hommes qui essaient de s'organiser en mouvement pour la libération de l'homme, qui mettent sur le même plan. Ils parlent de mouvement pour la libération de l'homme. Ah. C'est-à-dire qu'en inversant le mouvement pour la libération de la femme, c'est-à-dire en passant du social, un système social dans lequel... Parce qu'en réalité, la question du racisme, c'est pas la réaction de mon voisin, c'est les discriminations quand j'ai plus de difficultés à trouver un emploi pour lier à un critère qui est le critère d'origine. C'est ça le vrai, la dimension du racisme aujourd'hui. Il faut bien renvoyer si on prend les travaux d'Albert Memmi, qui définit bien le racisme comme un système, et donc et distinguer ça de ce qu'il faut combattre aussi, mais qui sont des réactions de rancœur, ou d'insultes, etc. Donc tout ça pour dire que... Oui, on pourra en parler. Voilà. Sur la question des médias et comment on parle des quartiers populaires, je pense que ce qu'il y a de spécifique aux médias depuis maintenant 2 ou 3 décennies, c'est vraiment l'approche essentialiste. C'est-à-dire qu'on ne présente pas les interactions qu'il y a dans les quartiers populaires et comment ça peut expliquer les difficultés, les problèmes, etc. C'est-à-dire qu'on va aller expliquer, vous allez avoir un article sur les banlieues qui sera centré en fait sur les habitants issus de l'immigration des banlieues et non pas sur le quartier et ce qui se passe dans le quartier, donc sur ce qu'il y a de commun entre tous les habitants et ce qu'il y a de spécifique, sur les interactions, les contradictions, ça c'est pas abordé. On va renvoyer des explications essentialistes, ou alors on va avoir des articles, mais également essentialistes, sur ce que tu appelles les petits blancs, qui vont être, ils votent tous Front National, etc. Dans les 2 cas, on a 2 discours. On a le discours sur les habitants issus de l'immigration qui posent problème pour leur intégration, leur incivilité, etc. Et c'est dans leur culture ou dans leur essence. Et de l'autre côté, les petits blancs qu'on méprise tout autant, qui votent Front National, qui sont des bofs, et dans les 2 cas, on se pose la question, est-ce qu'on n'a pas avec les médias le regard des couches moyennes ou des classes moyennes sur les milieux populaires en général dans toute leur diversité, avec ce que ça entraîne aussi de condescendance et de regard évaluatif. C'est vrai qu'il y a un cliché qu'il faudrait que le petit blanc soit forcément raciste. Mais je suis parfaitement d'accord, c'est un cliché essentialiste. Quoi qu'il fasse, le pauvre, il est un peu bête, donc il sera forcément méchant et idiot. C'est vrai. Un autre reproche qui a été fait, c'est le simple fait de parler des petits blancs serait faire le jeu du Front National. Tout à l'heure, tu disais que le Front National a capté ces sujets-là, mais je trouve aussi qu'on lui laisse ce sujet-là. À force de s'interdire de parler des choses, forcément, il n'y a que lui qui en parle. Mais c'est idiot. Tous les partis s'interdisent de parler de la nation, du coup le Front National la récupère. Mais c'est pas lui forcément qui le met en avant, c'est juste que les autres s'interdisent d'en parler. Les petits blancs, on me dit oui, vous faites le jeu du Front National. Ben non. Si tout le monde en parle de manière apaisée, comme on le fait là d'ailleurs ce soir, le Front National ne pourra plus prospérer là-dessus. Donc c'est un raisonnement absurde de dire on interdit les sujets et après, ouais, le Front National salaud. Ben non. Si on parle des choses posément, en mettant des mots posés sur les choses, sans attiser les tensions, il n'y a pas de raison que le FN prospère. Donc pour moi, il y a un problème de fond. On ne peut pas interdire les débats à partir du moment où c'est posé. À partir du moment où il n'y a pas... Peut-être que la limite, c'est la haine, effectivement, l'appel à la haine raciale. Mais à partir du moment où on fait l'effort juste de décrire les choses, je suis toujours gêné par les interdits que certains... D'ailleurs, pourquoi certains s'arrogent le droit d'interdire ? C'est quand même bizarre, bon. Mais... La façon dont on considère les gens, dès qu'on sort des villes, des cœurs de ville. Je pense entre autres à cette anecdote que vous racontez quand le Jamel Debbouze, en tournée, se moque d'une ville de province en disant je ne sais plus, vous êtes laid, vous n'êtes pas beau. Et ça a provoqué des réactions. Et d'autres disent ça ne peut pas être beau, il n'y a pas de mélange. J'avais interrogé un paysan de Haute-Normandie, d'ailleurs un type très bien, très, très cultivé, qui gagnait péniblement sa vie avec la culture du lin, si je me souviens bien. Il disait oui, j'ai quand même été un peu frappé par un reportage sur Jamel Debbouze qui commence tous ses spectacles dans les petites villes de province par oh, les gens sont laids ici, il y a eu Fukushima, oui, c'est ça, un jeu de mots avec Fukushima. Et il dit
je l'ai quand même vu comme un regard finalement assez méprisant du type de banlieue qui débarque dans les campagnes et qui voit que des gens rougeaux et qui les trouve très laids et très bêtes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de racisme, en tout cas de mépris très profond? Mais bon, tout ça faisait partie de témoignages. Je pense, alors ça rejoint l'autre partie de votre question qui est, est-ce que maintenant qu'on vit dans une époque où la société française se diversifie, que les communautés augmentent en nombre, et qu'il y a maintenant l'éloge perpétuel du métissage, est-ce que du coup, il n'y a pas un regard méprisant vis-à-vis de ceux qui ne se métissent pas? C'est-à-dire qu'il y a un éloge de la vie dans les quartiers où tout le monde se mélange, d'ailleurs plus ou moins bien, bon, les quartiers bobos comme je suis, où il y a plein de communautés, mais du coup, il y a un mépris induit ou plus ou moins conscient vis-à-vis des zones plus homogènes. J'avais été très frappé d'une intervention de Geneviève de Fontenay, c'est ça, l'ancienne présidente du comité Miss France, qui disait « Ah oui, dans mes voyages en France, j'ai remarqué que les gens dans les campagnes étaient très laids. » Elle le disait texto. Ils sont laids parce qu'ils ne sont pas mélangés. Et tiens, Dans les régions où il n'y a pas de mélange, il faut bien le reconnaître, les gens ne sont pas beaux, dit Geneviève de Fontenay. Oui. Alors je me dis, bon, c'est très bien l'éloge du métissage, on se mélange tous, c'est très bien, mais est-ce qu'il faut faire attention à ne pas non plus basculer dans une forme de racisme inverse, qui est de dire les gens non mélangés sont forcément laids? Bon, est-ce que c'est pas la simple inversion des pires clichés un peu nazis ou un peu du FN? Bon, en tout cas, ça peut provoquer le malaise. En tout cas, des populations des campagnes peuvent sentir un regard plus que méprisant de la part du... Il y a une émission, d'ailleurs, qui était assez touchante, qui était L'amour est dans le pré. Bon. Est-ce que c'était pas c'est une émission que je pense qui a fait un carton, parce que pour une fois, c'était l'éloge de la vie en campagne. Et des gens, globalement, quand même, très majoritairement blancs, qui étaient souvent marqués un peu, un peu gros, un peu rougeaux, mais c'était un acte de déclaration d'amour, finalement, pour ces populations-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a, parfois, moi, je suis saisi par le mépris implicite qu'il y a. Alors, c'est évidemment pas pour défendre ces populations-là. C'est très bien le métissage, mais je dirais, il faut faire attention à ce que ça ne dérive pas vers un regard racialiste sur aussi. Mais bon, c'est des sujets sensibles. Julien Drey disait ce matin, c'était sur France Inter, il y avait une intervention sur le racisme. Et lui, il minimisait, bon, on est revenu sur SOS Racisme, tout ça, je passe. Il disait, oui, mais attendez, regardez, les choses évoluent quand même vachement dans le bon sens. Et le racisme, non, plus du tout. Regardez, il y a de plus en plus de mariages mixtes. C'est dans un autre sens. S'il suffisait qu'il y ait des mariages mixtes pour que le racisme disparaisse, il aurait disparu depuis longtemps, puisque dans l'histoire de France, les mariages mixtes ont toujours été une des caractéristiques. Non, ce que je voulais juste souligner, c'est qu'on voit bien qu'on n'est pas à la même place. Qu'on n'est pas à la même place parce que moi, le moment qui a été le plus douloureux dans ma trajectoire sur la question du racisme, c'est dans un petit village, Ploumelec, en Bretagne. Il n'y a pas un arabe. Pas. Et j'allais pour une formation là pour une semaine. J'avais une semaine de formation pour un IME là-bas. Et je peux vous garantir que je suis rentré immédiatement à mon hôtel compte tenu des regards qu'il y avait sur moi. Non, mais j'ai traversé la rue unique de Ploumelec. Et là, la question, elle n'était pas le mépris pour les petits blancs. Elle était que je me sentais en danger vis-à-vis de cette homogénéité. Alors, si je dis ça, ça invalide pas ce que tu dis. Ça veut dire tout simplement que... C'est l'autre verre de la pièce. Voilà, on est confronté à une réalité, et ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a que la dynamique politique qui peut traiter cette question-là, dans lequel, dans les milieux populaires, il y a des expériences différenciées, voire opposées sur certains aspects, en fonction de la couleur. Et que, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, dire qu'il y a unification au départ, c'est une erreur. C'est bien le travail commun, la conscientisation, l'organisation, etc., qui aboutit à une unification des milieux populaires à l'arrivée. Considérer que c'est acquis d'emblée, parce que les ouvriers, ils s'aiment bien, parce que, c'est là qu'on s'aperçoit après qu'on devient impuissant, puisque du côté des populations issues de l'immigration, on vous dira « mais vous n'avez pas pris assez au sérieux le combat contre le racisme », et du côté des populations issues de l'immigration, on vous dira « mais vous parlez que des Arabes ». Et on a là bien une vraie difficulté qui est de prendre en compte ces expériences différentes au sein même des milieux populaires. J'ai une phrase dans un de mes livres qui est de dire il faudrait unifier, aujourd'hui le fonctionnement social et idéologique de cette classe dominante, c'est d'unir ceux qui devraient être divisés, de diviser ceux qui devraient être unis.
Et ben ça, si je ne me suis pas complètement trompé, en termes d'action, c'est l'inverse qu'il faut faire. Certains disent qu'il ne faut pas parler des couleurs de peau, il ne faut pas parler justement de l'expérience de ceux qui subissent un regard en fonction de leur couleur de peau. Mais aux États-Unis, il y a une chose étonnante, encore une fois, qui n'existe pas en France, c'est les white studies. C'est-à-dire que les universités américaines, dans un certain nombre d'universités, il y a des départements entiers qui étudient la question de la blanchitude, ou du fait même d'être blanc en société. Et d'ailleurs, c'est des branches qui sont très critiques vis-à-vis de la bourgeoisie blanche, et disent les bourgeois blancs sont bien les seuls au monde à considérer qu'on peut s'extraire de la couleur de peau. C'est les seuls à se considérer comme universalistes. Mais non, sur le terrain, chacun un jour ou l'autre est envoyé sa couleur de peau à une expérience qui peut être douloureuse ou heureuse. Mais le noir américain est renvoyé à sa couleur de peau, mais finalement le blanc, est-ce que ce n'est pas une marque d'arrogance de la part du blanc de considérer qu'il faut s'extraire de ces questions-là? Et moi je pense, parfois certains me disent, par exemple Le Monde, non, il ne faut pas parler de ce que peuvent ressentir des petits blancs. Mais est-ce que ce n'est pas une marque d'arrogance de dire ça? Est-ce que ce n'est pas la marque d'une certaine classe bourgeoise qui est de dire, non, nous on a la culture pour ne pas parler de ces choses-là? Ceux qui sont sur le terrain n'ont pas cette chance-là. Donc finalement, là, encore une fois, le mépris de race, entre guillemets, recoupe un mépris de classe. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une des théories du livre. Il y a une rupture, pour moi, fondamentale, une sorte de gouffre qui s'est instauré au sein même des Blancs. Il y a vraiment les bourgeois blancs qui ont la culture nécessaire ou l'arrogance pour s'extraire de tout ça, et puis ceux qui sont sur le terrain, qui vivent des choses parfois plus difficiles, et qui sont bien obligés de parler de tout ça. D'ailleurs, le cliché veut que les petits blancs soient racistes, mais le petit blanc répond aux bourgeois, vous êtes gonflés, vous dites que je suis raciste, mais c'est moi qui vis dans les quartiers métissés, c'est moi qui me marie avec des Français qui sont d'origine extra-européenne. Vous êtes dans des quartiers bien protégés, et vous me faites la leçon. Donc il y a à la fois un malentendu, mais je pense que c'est plus profond qu'un malentendu, il y a un gouffre au sein des races ou des groupes raciaux. Le blanc est obligé de réfléchir, le petit blanc est obligé de réfléchir à tout ça, alors que le bourgeois blanc a le luxe de croire qu'il peut s'élever au-dessus de tout ça. C'est Angela Davis qui, sur la question de la nomination, nous résume de la manière suivante les choses en disant le dominant s'arroge le pouvoir de nommer les autres, mais jamais il ne se nomme. C'est-à-dire qu'on peut dire noir et arabe, on ne peut pas dire blanc. C'est exactement... on pourrait varier en disant, regardez qui vous interdit d'utiliser tel ou tel mot, c'est là qu'est le pouvoir. En fait, ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui interdisent aux autres de nommer les réalités. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi, les racines françaises? Français de souche. Alors, c'est des trucs qu'on retrouve aussi dans les médias aujourd'hui. Alors, certains médias, je n'ose pas citer Éric Zemmour, mais... Donc la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser le mot français de souche? Oui. Alors moi, c'est pas un mot que j'ai utilisé là. D'ailleurs, c'est amusant parce que je commence à avoir l'idée d'écrire un livre là-dessus. Bon, qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Bon, mais on pourra en parler pendant 2 heures. Moi, c'est vrai que c'est un mot qui pose problème parce que le mot de souche sous-entend l'idée qu'il y aurait des gens qui sont liés à la terre, un peu comme des plantes. Ce qui est un peu absurde. Enfin, l'histoire nous montre que c'est pas comme ça. Après, il y a quand même une réalité pour laquelle il n'y a pas de mots. Cette réalité-là, c'est la suivante, c'est des gens qui n'ont pas d'autre origine que française. Par exemple, moi c'est bête, mais je n'ai aucun autre ancêtre identifié hors des frontières françaises. Je serais pas tenté de dire, je m'en excuse, mais sur 10 siècles, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, on vient tous de Bretagne, du sud de la France, du nord de la France. Il y a un moment, mon père me disait, oui, il y a 10 siècles, on venait d'Irlande. Mais je pense qu'il s'inventait ça pour faire un peu l'intéressant. Je ne suis même pas sûr qu'on ait des... Donc moi, je suis quelqu'un qui n'a pas d'origine identifiée autre que sur le territoire métropolitain. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que je suis français de souche, mais pourquoi il n'y a pas de mots pour définir cette réalité-là? En fait, je suis d'origine franco-française. Bon. Alors, disant ça, j'accorde la même dignité à d'autres qui ont une histoire plus complexe. Pour moi, tous les Français ont exactement la même dignité. Mais c'est vrai qu'il y a un malaise autour de ce mot-là. Le mot français de souche est sans doute maladroit, parce que parler de souche, c'est parler de racines, parler de plantes. Mais il faut bien un moment, il faudrait qu'on trouve un mot pour définir cette origine franco-française. D'autre part, on utilise bien le mot de racine. Récemment, quand je voyais certains dire, oui, j'ai des racines marocaines, j'ai des racines chinoises.
est-ce que le mot racine n'est pas aussi problématique que français de souche, puisque la racine, c'est la même image que la plante. Bon. Donc je sais qu'il faut rester très prudent sur ces mots-là, il ne faut pas l'instrumentaliser, mais il y a le même malaise sur ce mot-là que sur les petits blancs. De même qu'on nous dit qu'il ne faut pas parler des races, de même on nous dit qu'il faut bannir ce mot de français de souche. Moi, pourquoi pas le bannir, mais qu'on nous autorise à utiliser d'autres mots. Moi, j'ai un autre mot à Oui. proposer qui ne va pas remplacer, c'est celui de nation. Je voulais vous parler de la nation. La nation, la race, Renan, vous le citez dans votre livre qui dénonçait l'erreur qui consistait à confondre race et nation. La nation, écrit-il, ne relève ni de la race, ni de la langue, ni de la race, ni de la langue, ni de la position géographique, mais du désir de vivre ensemble. Oui, après je laisserai parler à mon collègue. La nation, finalement, c'est une belle idée de gauche. La nation, ça permet de créer un vivre ensemble, comme on dit, qui dépasse les notions de race, de religion, de région. C'est quand même triste qu'on ait laissé justement ça au Front National. Donc, et puis tous ceux qui ont parlé de la nation au 19e, justement, disaient la nation, c'est pas la race, c'est au-delà de ça, c'est une histoire commune, c'est des idées communes, des idées politiques communes. Donc effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à redéfinir, à retrouver le sens d'une nation ouverte et qui permette de dépasser les assignations à la race, à la classe. Mais encore une fois, c'est un sujet tellement vaste. Ça y est, justement, sur cette double question. Non, le problème du débat sur la nation, moi je suis un des premiers à considérer que les discours de nihilisme national sont problématiques. Par contre, c'est important de souligner de quoi on parle une nouvelle fois. Parce que le même terme de nation véhicule deux conceptions exactement opposées. Tu parles de paradoxe là-dedans. Voilà. Exactement opposées. On a d'un côté une conception essentialiste de la nation, qui présente la nation comme étant uniquement un héritage, quasiment comme une essence, une substance qui n'aurait quasiment pas évolué depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Donc on serait les descendants d'Astérix ou de je ne sais quoi, et donc il y aurait cette idée que chacune des nations serait caractérisée quasiment depuis la nuit des temps par des spécificités qui continueraient. Voilà. Voilà. Et donc ça, effectivement, l'expression français de souche vient de là, c'est la notion de souche, et donc avec l'idée que les nouveaux arrivants, ils doivent s'adapter à ça, ou ne pas avoir de place. Et puis il y a une autre conception qui a été généralement, depuis les débats ont commencé, on a eu des débats en 1789 là-dessus, et effectivement, la gauche de la Convention posait comme question une conception politique de la nation. La nation est une construction politique et un résultat historique, c'est-à-dire que ça se construit. Et donc la nation française de 2014 ne peut pas être la même que la nation française du 7e siècle ou du 10e siècle. Si on parle de la nation dans l'absolu sans préciser de laquelle des deux, ça pose problème. Sur la question moi je n'ai aucune difficulté après il faut chercher le terme adéquat, à caractériser, à essayer de trouver un terme qui caractérise des Français depuis X générations. Voilà. Je pense globalement, ils sont eux-mêmes issus de l'immigration, tout simplement parce que la nation française est elle-même le résultat d'immigration. C'est-à-dire que même à la terme, breton, occitan, etc., même ça, c'est déjà... donc il n'y a pas une nation française, il y a une nation française résultat historique de cette diversité interne, puis après externe avec l'immigration. Le problème du concept de français de souche, c'est qu'il nous renvoie à cette idée d'un héritage à préserver. Et du coup, il n'y a pas de place pour ceux qui arrivent. Si effectivement la seule manière d'être ici, c'est d'abandonner tout ce qui faisait leur différence, mais il n'y a pas de pourquoi place. cette notion-là obligerait forcément ceux qui arrivent à abandonner C'est la notion de racine. C'est France. Oui, Il y aurait des racines légitimes et des racines illégitimes. Alors, je pense que finalement, la plupart de ceux qui utilisent ce mot-là pensent ça. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer justement une notion de français de souche ou de français d'origine française qui n'exclurait pas finalement? Pourquoi ne pas rêver de ça? Si on trouve un terme qui explique, qui décrit le constat objectif de la partie de la population française qui est sur ce territoire depuis X générations de manière non essentialiste, oui, c'est-à-dire de manière à ne pas renvoyer à ceux qui sont arrivés après, vous êtes moins légitimes que nous. Et donc, c'est tout le problème des termes là-dessus. Trouver ce terme-là, voilà. Mais il reste à trouver. Mais du coup, il faut veiller à ce que ce terme ne soit pas culturaliste et essentialiste. Juste une dernière anecdote. Récemment, d'ailleurs, une histoire triste.
dans une de mes classes là en ZEP, une prof qui à un moment fait un tour de table auprès des élèves et dit « Tiens, chacun va nous dire d'où il vient ». Donc tous les élèves étaient ravis, sauf une. Parce que tout le monde a dit « Ah oui, moi je viens du Maroc, moi je viens de Chine, moi je viens de... » Et il y en a une, elle venait de nulle part. Elle venait de nulle part, c'est-à-dire elle venait de France. Elle a eu une sorte d'ailleurs, elle a fait une dépression, elle a fait 2 ans de dépression suite à ce simple épisode, parce que quand la parole est venue à elle, elle a eu un gros blanc, elle dit « Je suis désolée, moi je viens de nulle part, je viens de France. » Tous les élèves se sont moqués d'elle, « Mais c'est pas possible, t'es nul, t'es naze, c'est pas possible de ne venir que de France. » Et elle a fini par s'inventer en quelques secondes des origines allemandes, ce qui peut d'ailleurs prêter à sourire. Parce que comme elle est un peu blonde, châtain, elle dit bah, là, je viens d'Allemagne. Ah ok, très bien, c'est merveilleux, tu viens d'Allemagne. Et bah, elle a quitté le lycée d'ailleurs au bout de 6 mois. Parce que c'était pas viable, elle n'était pas elle-même dans ce lycée-là. On l'obligeait à s'inventer d'autres. Donc c'est un peu paradoxal maintenant. Là, alors j'exagère un peu, mais c'est comme si la honte était mise sur ceux qui n'ont pas d'origine autre que. Alors tout ça s'explique évidemment par l'histoire, c'est pas du tout. Mais moi je commence à penser qu'il faut tous les Français ont la même dignité, mais effectivement, tous les Français ont la même dignité. Il ne faut pas jeter l'eau propre sur les uns ou les autres. Un Français d'origine marocaine, né même au Maroc, qui arrive en France, est aussi français que d'autres. Mais ceux qui n'ont pas d'autre origine que de franco-française ne sont pas non plus moins légitimes. Il faudrait réussir à trouver une sorte d'équilibre ou de mots neutres pour parler de ça sans passion. On peut parfaitement être français d'origine franco-française et aimer parfaitement d'autres. J'ai lu des textes qui m'ont... Moi, je ne les ai pas en tête, mais qui m'ont épaté de ce qui a pu être dit en 1790 ou 91, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on relise ça au niveau de l'accueil, y compris du droit du sol et du droit du sang. La Révolution, quand même, normalement, notre République, elle doit être empreinte de ça. Or, c'est en train de disparaître cette notion-là, puisqu'on a introduit. Il y a eu des lois, enfin, il y a eu des mesures qui ont été prises depuis 10 ans qui remettent en cause cette notion-là, ces notions-là. Tout à l'heure, on passait un de mes articles sur les racismes, du racisme de gauche. En termes de gauche, c'est la provocation, le titre de l'article, bien sûr. Mais il faut faire attention, sur la période de la Révolution française, à l'idéalisation qu'on a fait de cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous avez dit, mais parfois chez les mêmes auteurs, il y a du mépris pour toute l'histoire de France. Il faut regarder comment on parlait des Bretons, et je pense que c'est en lien avec la situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une négation interne. Même des Gaulois, je crois qu'il y a. Voilà, il y a eu des choses sur les... je me souviens, je crois que de tête, donc, mais c'est cité dans la France autodynamique nationale, je cite tous ces textes-là, dans lequel on a pensé créer une culture et une nationalité française qui soit, comment dire, artificielle, c'est-à-dire qui ne soit pas basée sur les Bretons, les Occitans, etc. Et qui même demandait, il faut regarder le film et le livre Cheval d'Orgueil, dans lequel on a dit aux petits Bretons, donc il est très beau ce livre parce qu'il montre bien qu'on a déraciné les cultures maternelles. C'est-à-dire qu'on a dit aux petits Bretons, si tu parles breton, c'est pas bien, c'est sauvage, etc. Et ce pauvre petit Breton, il doit grandir dans une société alors que sa culture maternelle, je dis maternelle parce que c'est là où est véhiculée toute la dimension affective, etc. Et après, il se retrouve concitoyen avec des personnes qui ont une autre histoire. Et qui ont une histoire dans laquelle la conquête du droit de se dire algérien, marocain, etc., ça a été le résultat d'un combat, etc., et qui donc vont l'affirmer. Et donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, sur ce débat-là, il y a tout un autre chantier qu'il faut ouvrir, qui est la reconnaissance de la diversité culturelle française avant même les immigrations. C'est-à-dire que la France est une multiplicité, et l'immigration rajoute à la multiplicité, mais ne l'invente pas. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est... Et ça, c'est dès 1789. C'est-à-dire qu'on a construit un mythe comme si, en 1789, on avait un discours complètement cohérent. Il y avait tout ça qu'il faut ressortir, donc tu as raison, mais il y a aussi la négation de cette pluralité. Je suis parfaitement d'accord, et je finirai là-dessus parce qu'il y a des contraintes qui vont m'obliger à partir, mais il y a un vrai parallèle entre les identités régionales et les identités de Français extra-européens. C'est finalement un vécu assez comparable, le fait qu'ils ont dû se mêler à un grand tout un peu abstrait. Et d'ailleurs, une fois, il y a un élève, d'ailleurs le seul blanc de ma classe l'année dernière en BTS, il a eu une sorte de révélation, il m'a dit « Mais monsieur, nous, on a les cultures. Moi, j'ai ma culture régionale, finalement.
C'est l'équivalent de la culture de Boubacar qui lui a le Mali. Mais bien sûr. C'est une sorte de background, de bagage culturel, parce que la France, ça ne veut plus dire grand-chose, c'est une sorte de sac un peu vide. Mais de même que le français d'origine extra-européenne est un peu ramené parfois à sa culture, de même le français franco-français est parfois ramené à sa culture régionale. D'ailleurs, moi, je viens de Normandie, pour le coup, c'est une région un peu pauvre en identité. Il n'y a pas vraiment d'identité régionale en Normandie. J'ai un peu de complexe par rapport aux Bretons ou même aux Ch'tis, qui ont une sorte de vraie culture régionale. En Normandie, il n'y a pas trop ça. Mais bon, moi, je vais peut-être devoir y aller. Mais merci. En tout cas, je suis ravi d'avoir discuté autour de tout ça, parce j'ai l'impression qu'on a parlé des faces opposées d'une même pièce, en fait. Mais Il y avait le dialogue était agréable. Une toute dernière question, parce que tout ça, oui. Dans quelle société on va vivre demain? C'est une vraie question. Pour moi, il y a deux hypothèses, pour être très vite. Il y a l'hypothèse basse, c'est-à-dire tout ça vire très mal et on bascule dans une situation à la brésilienne, avec des ghettos et puis des chars d'assaut pour réduire tout ça. Et l'hypothèse haute, on peut parler de tout ça, on peut parler de manière apaisée de tout ça, et tout se mélange plus ou moins bien. Mais ça sous-entend peut-être qu'on réhabilite d'anciennes notions, comme la nation, le vivre ensemble, qui est un équivalent peut-être de la nation. Voilà, pour moi, il y a ces deux hypothèses. Mais je peux rien prédire. Accepter les paradoxes, comme tu dis dans le livre, les paradoxes français? Absolument, c'est-à-dire que regarder la réalité telle qu'elle est, bâtir, c'est-à-dire que quand je dis bâtir, c'est-à-dire conquérir les conditions sociales et économiques qui diminuent la lutte de tous contre tous. Si on n'a pas ça, on pourra limiter par des actions sociales, etc. Mais si on n'est pas en mesure de recréer une dynamique économique et politique qui recrée plus d'égalité entre les personnes et moins de concurrence, oui, on aura pas seulement des clivages en termes d'origine, on aura des clivages tout azimut. On aura les vieux et les jeunes, les habitants de la campagne et les habitants de la ville, les habitants de tel quartier et les habitants de tel quartier. C'est-à-dire que les sociétés fonctionnent doivent choisir entre deux logiques, et quand on regarde les différentes périodes historiques, c'était l'une qui est l'emportée ou l'autre. Une logique qui va renvoyer à plus d'égalité et donc moins de concurrence, et une logique qui éparpille. Très bien, merci beaucoup. C'était un petit peu le début de la prochaine, qui sera la dernière de la saison, le rôle et la place des intellectuels dans le débat de société. Merci pour vos réflexions.